Juin 1940. Devant l'avancée de l'armée allemande, le gouvernement français s'est replié en Touraine. Un choix politique s'impose. Continuer la lutte au-delà des frontières ou cesser le combat et traiter avec l'ennemi. Le maréchal Pétain, ministre de la Défense, déclare que, en ce qui le concerne, il se refuse, quoi qu'il arrive, à quitter le sol métropolitain et réclame qu'un armistice soit demandé. Paul Reynaud, le président du Conseil, chef du gouvernement, répond au maréchal en se déclarant partisan inconditionnel de la résistance dans l'Empire et d'abord en Afrique du Nord. Le 13 juin, il donne l'ordre à son gouvernement de regagner Bordeaux, comme cela s'est déjà produit une première fois en 1870 et une seconde au moment de la Première Guerre mondiale. À Bordeaux, capitale de la Guyenne, va se jouer au cours de 3 étonnantes journées, les 15, 16 et 17 juin, l'avenir de la lutte armée et celui de la République. Nous sommes ici en haut de la cathédrale de Bordeaux, où nous voyons les principaux bâtiments où s'est déroulé le sort de la France les 15, 16 et 17 juin 1940. Ici, la mairie de Bordeaux, où siège depuis 1925 Adrien Marquet, qui accueille Pierre Laval. La rue Vital-Carle, avec l'hôtel de préfecture qui accueille le président de la République, Albert Lebrun. Un peu plus proche, l'hôtel du général commandant la 18e région militaire, où siège le président du Conseil, Paul Reynaud. Juin 40, on vient de passer là, et on va arriver à l'hôtel de ville. On a l'impression qu'on est dans un résumé des journées du 14, 15, 16, 17 juin 40. On est vraiment, c'est le lieu du drame ici, vraiment. Hôtel de ville, correspondance tram A. C'est en ce lieu que je dirais magique, qui en tout cas pour nous autres Bordelais, exprime la gloire de Bordeaux, le Bordeaux du XVIIIe siècle, le Bordeaux de Montesquieu, c'est cet hôtel de Rohan admirable, et c'est dans ce lieu qui nous rend si fiers par sa beauté, son élégance, que s'est perpétré un crime, le crime contre la nation, qui a été concocté pendant ces journées de juin 40 par Adrien Marquet, maire de Bordeaux, châtelain de ce lieu magnifique, et son ami Pierre Laval, et ces hommes qui avaient été des socialistes. C'est là qu'ils ont, si on peut dire, volontairement détruit la République. C'est vrai qu'elle était en très très mauvais état, la République, mais enfin, ils ont voulu que la Troisième République meure ici à partir du 16 juin, où le cabinet Reynaud est renversé pour être remplacé par un cabinet Pétain, qui est le cabinet de l'armistice et de la défaite. Le 14 juin 1940, il fait un temps splendide comme aujourd'hui, mais la ville est sans dessus-dessous. Bordeaux est en train de devenir la capitale du désarroi. C'est un exode ininterrompu de gens qui arrivent par le nord et qui arrivent par le pont Napoléon, le seul pont de Bordeaux, qui n'existe d'ailleurs que depuis 1820 et que les Bordelais appellent le pont de Pierre. C'est le spectacle même de l'étrange défaite. Défaite militaire, défaite morale, et tout le gouvernement vient s'installer à Bordeaux. Le maréchal Pétain arrive par l'avenue Thiers, où est allé chercher le général commandant à la place de Bordeaux. Il va traverser le pont de Pierre. En montant dans la voiture qui vient le chercher, le maréchal adopte un air désabusé. Des événements qui vont suivre, aucun compte-rendu officiel n'a été établi à l'époque. Et les photographies de presse sont rares. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis longtemps, le maréchal Pétain s'était préparé d'une certaine façon à l'idée de jouer un rôle national. Il en avait beaucoup rêvé. Vous savez ce que dit De Gaulle dans ses mémoires.
il nourrissait dans sa solitude une passion de dominer, qui n'avait pas été assouvie. Oui, le maréchal Pétain arrive à Bordeaux plein d'arrière-pensées. En fait, il se prépare à prendre le pouvoir depuis longtemps. Certains de ses partisans avaient écrit que renverser la République, ce n'est possible que par une défaite militaire et par un coup d'État. Et donc ceux qui l'avaient suivi de près connaissaient une certaine évolution vers l'idée qu'après tout, dans certaines circonstances, la République pourrait être largement tempérée par un système beaucoup plus autoritaire. Et si c'était à son profit, alors ceux qui le connaissaient de près ont commencé de s'apercevoir qu'il accepterait beaucoup de concessions par rapport à la République. Il a pris depuis longtemps des contacts avec beaucoup de parlementaires, avec beaucoup de militaires et notamment un de ses principaux supports en secret, c'est Laval. Et donc il arrive ici avec la ferme intention de voir avant tout un certain nombre de militaires, évidemment les chefs de l'armée, d'abord le chef de l'armée de terre qui est Maxime Weygand, avec qui il ne s'entend pas très bien, mais depuis le 28 mai, ils se sont bien mis d'accord tous les deux sur le fait qu'il faut signer l'armistice. Il est devenu un peu le point de ralliement de tous ceux qui avaient aussi cet avis, et qui étaient des gens venus d'horizons très différents. Il y avait à la fois des gens qui venaient de la droite, de l'extrême droite, et aussi des gens de gauche, des gens du centre, de gauche. Enfin, c'était un parti qui était multiforme. C'est donc cette atmosphère de coup d'État rampant qui arrive à Bordeaux en même temps que Pétain et que le lendemain Weygand. Et puis, évidemment, des gens qui sont des conseillers dont Reynaud a fait des ministres, qui sont en fait des défaitistes et qui, pour des raisons de conviction idéologique, sont à l'opposé de la politique que semble incarner Reynaud, c'est-à-dire résister, résister, résister. Est-ce qu'on va décider que c'est un renoncement militaire, mais qu'on a beaucoup d'autres possibilités, qu'on a les dimensions des colonies françaises, qu'on a la flotte magnifique, et qui est intacte, et que par conséquent, à côté de la Grande-Bretagne, en attendant d'éventuels renforts ultérieurs des démocraties, on continuera à se battre. C'est exactement le choix qui va ensuite se symboliser devant l'histoire entre d'un côté le maréchal Pétain et de l'autre, après l'appel du 18 juin, le général de Gaulle. Nous arrivons dans la rue Esprit des Lois, qu'a pris le maréchal Pétain ce 14 juin, pour se rendre au Grand Hôtel qui est en face. Le maréchal Pétain s'installe brièvement au Grand Hôtel, face au Grand Théâtre. Et le soir même, il va aller manger tout près d'ici, à l'hôtel Splendide, dont la salle à manger est remplie de toutes les personnalités. L'hôtel Splendide, c'est la dernière rencontre entre Pétain et de Gaulle. Elle est là, c'est un moment historique assez intéressant. Mon souvenir, il est très présent parce que c'est là que mon père m'a emmené le soir où j'ai été reçu à Montbachot. Alors pour moi, l'hôtel Splendide, c'était un lieu lié au bonheur. Bon, et puis il se trouve qu'en 40, c'est un lieu où s'est retrouvée toute la société politique, non pas pour dormir. Les ministres, les députés étaient répartis dans beaucoup de lieux, de maisons et d'hôtels bordelais, mais c'était ici que se retrouvaient la plupart des gens influents pour le déjeuner. Le 16, 17, 18 juin, je me rappelle très bien, tout allait mal, mais il faisait très beau. La République était en train de crever, mais elle crevait au soleil, en tout cas. Et donc on déjeunait sur la terrasse ici, et Darlan était là, et Pétain était là, et de Gaulle passait là. Ils se sont à peine serré la main. Ça a pu se passer sur le 4e carreau à gauche, là. En effet, le maréchal tendant une main un peu molle au général, dont la poignée de main était elle-même assez molle, oui. J'avais mes entrées particulières au Splendide Hôtel, et à ce moment-là, je regarde et je vois descendre d'une voiture un grand bonhomme qui déplie
son double maître qui dépistait. Et puis tout d'un coup je regarde, je dis mais c'est De Gaulle ça. J'avais vu son portrait dans La Petite Gironde, quelques jours avant, ou la veille, ou je ne sais pas, dans la photo du ministère. Je vois De Gaulle descendre, et puis un monsieur qui le suivait, c'était son attaché. Je suis allé voir le réceptionniste, je lui ai dit, dis donc Martini, il s'appelait Martini à cette époque-là, il est mort depuis. Et qui est le type qui accompagne De Gaulle là? Courcelles. Bon. Ah bon, c'est tout. J'étais renseigné. Alors je suis rentré à la maison, je vois maman qui était à la caisse, et puis la clientèle, il y avait beaucoup de monde. Heureux, je ne sais pas, j'avais comme un sentiment de bonheur d'avoir reconnu quelqu'un, et je dis à la cantonade, je viens de voir De Gaulle. Aucune réaction, et même réaction curieuse, qui est-ce? C'est tout. Juin 40, on parle beaucoup de la politique, mais qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une défaite militaire, une terrible défaite militaire. Et après, tout découle de cela. Il y a une défaite militaire que les militaires ne veulent pas endosser. Point. Et à partir de là, on entre dans un imbroglio tragique, qui a donné cette période atroce. Beaucoup de populations, des centaines de personnes qui sont originaires un petit peu partout de la France du Nord, de l'Est, de la région parisienne, mais aussi de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, affluent sur Bordeaux. C'est vraiment une cohue indescriptible à Bordeaux. On a des gens qui bivouaquent dans les parcs ou bien sur les trottoirs. Également, les rues sont totalement encombrées. C'est un véritable champ de foire en plein air. Bordeaux est vraiment transformé avec l'exode. Le Bordelais que j'étais, habitué à une ville sage, tranquille, un peu brumeuse, qui revient chez lui en juin 40, dans cette ville devenue folle de population, de surpopulation, j'aurais pu être complètement bouleversé et que j'ai été moins stupéfait parce que je venais de vivre ça sur la route entre Paris et Bordeaux. J'ai retrouvé la route entre Paris et Bordeaux dans les rues de Bordeaux. Et l'angoisse, le pousse-moi, laisse-moi comme ça, donne-moi un verre d'eau, donnez-moi à manger, un morceau de sucre s'il vous plaît. C'était l'angoisse depuis Paris et elle se réalisait, elle se figeait, si on peut dire, dans les rues de Bordeaux. La population, d'ailleurs, est multipliée par 2, passant de 300 000 à 700 000, voire plus, 800 000. Même, on parle de 1 million de personnes à Bordeaux pendant ces journées de juin 40. Alors, pour certains, parce qu'on connaît toujours la fin de l'histoire, ce qui n'est pas le cas des acteurs dans chaque conjoncture successive, parce qu'on connaît la prise de pouvoir par Pétain, on a tendance à parler d'un complot pour cette prise de pouvoir. Mais les historiens se méfient toujours de l'idée du complot. Vous savez, un petit groupe d'hommes qui, avec un œil aigu et un cœur sec, tirerait les ficelles et aboutirait à une issue parfaitement dessinée à l'avance. Je crois que c'est une erreur. Personne ne pouvait, plusieurs mois auparavant, prévoir qu'il y aurait une défaite aussi impressionnante, aussi effrayante, aussi dramatique, qui aboutirait au résultat que nous savons. Alors, la position de Paul Reynaud, pour la comprendre, je crois qu'il faut rappeler dans quelles conditions quand même il est arrivé au pouvoir, parce que sinon on ne comprend pas du tout ce qui se passe à l'issue de ces journées décisives de juin 1940. Il est arrivé au pouvoir à la fin du mois de mars 1940, et il est arrivé avec une réputation d'homme plutôt à poigne. C'est un homme de centre droit, mais qui avait manifesté beaucoup d'indépendance vis-à-vis même de son milieu d'origine, et il est obligé de composer beaucoup avec les radicaux. Il y a une sorte de mystère, Paul Reynaud. Un mystère, Paul Reynaud. Au fond, voilà un homme qui avait démontré qu'il avait du caractère tout au long des années 30, dans le domaine économique, dans le domaine militaire, qui avait eu du courage et du tempérament, qui avait une ambition légitime, et qui pouvait, au fond, être dessiné comme une personnalité capable de tenir bon. Et on attendait de lui, au fond, quand il est arrivé au gouvernement, qu'il soit un peu ce que deviendra Churchill quand il arrivera de son côté au gouvernement en Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'il mette fin aux incertitudes, à l'impuissance, et qui réunisse autour de lui une équipe soudée avec des gens bien orientés, enfin partisans de la résistance. En même temps, en termes politiques,
il a cru, c'est assez étrange avec le recul, qu'il lui fallait ménager le ziste et le zeste, qu'il lui fallait avoir dans son cabinet des gens de tempéraments différents. Alors il fait entrer le maréchal Pétain, mais il fait entrer aussi le général de brigade à titre provisoire Charles de Gaulle, dont il doit bien dès ce moment-là sentir qu'il n'a pas le même tempérament et les mêmes regards sur la guerre. Et au fond, à mesure que ces jours passent ou ces heures passent, il continue de ménager dans son entourage des représentants des deux camps. Il a un chef de cabinet militaire qui est tout à fait partisan de l'armistice. Il y a aussi un certain nombre de gens, comme Paul Baudouin, qui était le directeur de la Banque de la Chine, qui était ouvertement défaitiste et dont on connaissait même les liens avec l'Italie fasciste. Et au sein même de l'entourage de Paul Reynaud, on voit la même dichotomie. Il a un directeur de cabinet diplomatique, Roland de Margerie, qui est un homme très intelligent et tout à fait sur la ligne de la résistance, qui est très opposé à l'armistice. Georges Mandel, le ministre de l'Intérieur, cette personnalité si forte et si admirée par nos alliés. Ces gens-là, il les maintient au gouvernement et il donne le sentiment de les écouter. Donc, mystère politique. Il était incontestablement partisan de la lutte auprès des Anglais. Il avait très bien vu ce que représentait non seulement le danger allemand, mais le danger nazi. Mais c'était aussi, et ça il faut bien insister là-dessus, Paul Reynaud était un homme de la Troisième République. Il tenait compte de ses équilibres, c'était vraiment un républicain à l'ancienne mode, et ce qui fait qu'il est arrivé à un état proche de la paralysie, à la fois dans son propre entourage et dans son gouvernement. Le soir du 14 juin, De Gaulle, son secrétaire d'État à la Défense, appelle l'amiral Darlan au téléphone que Paul Reynaud convoque à Bordeaux pour prévoir le transport de 900 000 hommes vers l'Afrique du Nord. Aller à Bordeaux demain? Je commande, moi. Je n'ai pas de temps à perdre. Le ton n'est pas rassurant. Finalement, l'amiral obtempérera, conclut De Gaulle, qui doit quitter Bordeaux pour aller à Londres requérir le concours de la marine britannique pour qu'elle participe au transport des soldats français afin d'échapper aux Allemands. Le soir du 14 juin 1940, à la demande de Paul Reynaud, De Gaulle prend la route. Il sera à Londres le lendemain après avoir traversé la Manche à Brest. Il restera en contact avec le chef du gouvernement français, installé à Bordeaux. Pendant ces 2 journées des 15 et 16 juin, à la résidence du président du Conseil, s'ouvre à Bordeaux un débat entre les partisans de l'armistice et les partisans de la poursuite de la guerre. Paul Reynaud s'est installé 29 rue Vital-Carle, dans l'hôtel du général commandant la 18e région militaire. Pendant 2 jours, il va multiplier les rendez-vous, les audiences privées, qui alterneront avec les conseils des ministres qui vont se dérouler à l'hôtel de la préfecture, à une centaine de mètres dans la même rue, Vital-Carle. Ce matin du 15 juin 1940, à 8h45, Paul Reynaud commence ses premiers rendez-vous. Le 15 juin, en début de matinée, Paul Reynaud reçoit l'ambassadeur Campbell et le général Speer. À cette occasion, il leur présente son projet de diviser son gouvernement en 2. Une partie resterait dans la métropole, l'autre partie quitterait le territoire pour l'Afrique du Nord. Ça aurait été beaucoup mieux, d'un point de vue anglais, si la France avait continué, si le gouvernement français avait continué la lutte en Afrique du Nord. Mais la chose essentielle, c'était la flotte. Parce qu'avec la flotte française, la Wehrmacht aurait eu beaucoup plus de possibilités de monter une invasion de la Grande-Bretagne réussie. Parce que sans la flotte française, la Kriegsmarine n'était pas assez forte. Oui, parce que ça aussi, c'est un aspect important. La flotte n'a jamais compté dans l'esprit d'Hitler. C'était pas l'arme cruciale. Pour lui, les armes qui étaient importantes, c'était ceux qui lui permettaient d'organiser des opérations militaires pour conquérir un pays. L'ambassadeur Ronald Campbell quitte Paul Reynaud vers 9h. Lui succède l'amiral Darlan qui vient d'arriver à Bordeaux. Il vient se présenter au président du Conseil en tant qu'amiral de la flotte.
Paul Reynaud demande à l'amiral d'étudier le transport de 900 000 hommes entre Bordeaux et Casablanca. Darlan déclare tout net la chose impossible à réaliser dans l'immédiat. Le 15 juin, une nouvelle visite protocolaire a lieu ici dans le bureau de Paul Reynaud sur un ton totalement différent. C'est l'entrée du maréchal Pétain qui vient s'asseoir face à lui. Il exige alors que la question de l'armistice soit débattue, soit posée le soir même au Conseil des ministres et met en balance sa démission. On voit bien que finalement, les civils veulent poursuivre la guerre tandis que les militaires veulent la stopper. Et donc le maréchal, il apparaît surtout comme celui qui personnifie encore une fois cette option d'armistice. Et ça, il en fait en quelque sorte ouvertement là, son cheval de bataille. Il ne cherche pas du tout à être dissimulé. Et ça catalyse autour de lui ce mouvement en faveur de l'armistice. Et puis il y a des hommes qui veillent, qui font avancer cette option, mais sur un plan plus pratique. L'important pour ces gens-là, c'est tuer la gueuse. C'est une formule que Maurras a utilisée quelquefois dans l'action française. L'occasion miraculeuse, cette défaite militaire, va permettre à la France de se débarrasser de la République. C'est un parti qui n'est pas en majorité, mais il existe. Et en tout cas, il est incarné auprès de Pétain par Raphaël Alibert, qui est un idéologue d'extrême droite anti-républicain. Mais il y a pas mal de ces gens, ces ministres du gouvernement Reynaud, qui sont apparemment des bons républicains, plutôt, qui sont des hommes du centre, qui ont été tellement bouleversés par les défaites du mois de mai et du début de juin qu'ils pensent sauf qui peut. Il y a une idéologie du sauf qui peut. Le 15 juin à 14h30, le généralissime Maxime Weygand arrive à Bordeaux. Il vient de l'état-major. Weygand ne se présente pas chez Paul Reynaud, chef du gouvernement. Il se rend au Grand Hôtel à une réunion organisée par le maréchal Pétain. Il y a là Paul Baudouin, ministre des Affaires étrangères, Yves Boutillier, autre ministre du gouvernement, le clan des fétistes, et curieusement, l'amiral Darlan, invité lui aussi à cette réunion officieuse qui précède le Conseil des ministres. Alors cette réunion, elle est très étrange puisqu'elle se tient à l'insu de Paul Reynaud. La présence la plus étonnante, finalement, c'est celle de Darlan. Darlan, c'est la clé de l'opération, parce que c'est la flotte. Et la flotte française est devenue un enjeu majeur de ce début de guerre. C'est l'obsession à la fois d'Hitler et de Churchill. Et c'est pour cela que l'entrée de Darlan est quelque chose de tout à fait décisif pour faire tomber la République. Darlan se retire à l'hôtel de la Marine, place de Tourny, non loin du jardin public de Bordeaux, dit jardin botanique. Après la réunion du Grand Hôtel autour du maréchal Pétain, Weygand se rend à pied chez Paul Reynaud, 29 rue Vital-Carle, où il est convoqué avant le Conseil des ministres qui doit se tenir à 16h à l'hôtel de la préfecture, dans la même rue où réside le président de la République, Albert Lebrun. Seul face à face, c'est l'affrontement. Reynaud reproche à Weygand d'avoir pris l'initiative de déclarer au général anglais Alan Brooke que l'action militaire française était terminée. Reynaud lance alors à Weygand. Proclamez donc le cessez-le-feu. Weygand hurle son refus et son mépris contre la République. Reynaud s'exclame. Général, vous êtes ici pour obéir. Je suis ici pour défendre l'honneur de l'armée. Le gouvernement a pris la responsabilité de la guerre, à lui de prendre la responsabilité de l'armistice. À 16h, le Conseil des ministres commence à l'hôtel du préfet, 17 rue Vital-Carle, où réside alors Albert Lebrun, président de la République. Dans ce grand salon, le premier Conseil des ministres a donc lieu le 15 juin à 16h. Les ministres sont calmes. La parole est d'abord donnée aux militaires. L'amiral Darlan expose la situation en Méditerranée. Le général Lafont
est admis à présenter un télégramme du général Georges du front Est. Il assène qu'une décision politique s'impose d'urgence. Le généralissime Maxime Weygand exige encore une fois, très bruyamment, la nécessité d'armistice. Irrité, le président Lebrun congédie Weygand et Lafont. Georges Mandel dit alors à Paul Reynaud: Ne perdez pas de temps. Vos tergiversations favorisent toutes les menées antinationales. Puisque vous ne voulez pas capituler, manifestez-vous. Paul Reynaud se déclare prêt à ordonner à Weygand de déclarer publiquement que dans les circonstances actuelles, l'armée veut cesser le combat. Tous acquiescent, Pétain y compris. Paul Reynaud envisage alors de destituer Weygand s'il s'obstine à refuser. Paul Reynaud hésite et demande au maréchal Pétain d'aller rejoindre Maxime Weygand et d'obtenir de lui qu'il revienne. C'est ici que Pétain rejoint Weygand et ils vont rester ensemble une dizaine de minutes. Seul avec Weygand, Pétain demande simplement au généralissime de se calmer. Et puis, le maréchal décide de regagner la salle du Conseil des ministres. Lorsque Pétain rejoint au bout de 10 minutes le Conseil des ministres, seul, non seulement il n'a pas ramené Weygand, mais il déclare que c'est Weygand qui l'a convaincu. Il faut demander l'armistice. Seuls les militaires connaissent la situation. C'est alors que Camille Chotan, vice-président du Conseil, sous couvert de soutenir la poursuite de la lutte aux côtés de Paul Reynaud, fait une proposition pour contourner l'accord qui a été signé le 28 mars avec la Grande-Bretagne, qui interdit toute paix séparée avec l'Allemagne. Rien ne nous interdit de demander à quelles conditions, aux Allemands, à quelles conditions ils accorderaient un armistice, qui est différent. Ce sera cette fameuse proposition Chotan qui va permettre de faire basculer les choses. Reynaud s'oppose fermement à cette proposition en trompe-l'œil, mais qui gagne peu à peu du terrain dans le débat. Finalement, il obtient du Conseil des ministres le report de la proposition Chotan au lendemain, après consultation des alliés britanniques. Alors ici, dans le jardin public de Bordeaux, l'amiral Darlan a prétendu par la suite avoir pris une décision capitale. Pourquoi ici? Parce que nous sommes à égale distance de l'hôtel La Marine où était son ministère en juin 40 et de l'hôtel Morel où il résidait. Un cas de conscience se pose à l'amiral. L'armistice ou la poursuite de la guerre. Pétain le pousse à l'armistice. Quant à Paul Reynaud, il lui a demandé de transporter une partie des troupes vers l'Afrique du Nord. Mais l'amiral Darlan va prendre la décision de se rallier au maréchal Pétain. Le destin de la marine française est désormais scellé. Quand cette décision fut-elle prise? Dans la nuit du 14 au 15 ou du 15 au 16? Mystère. En tout cas, Darlan prétend l'avoir prise, assis sur un banc, en tirant sur sa pipe. Est-ce que cette scène a vraiment existé? Darlan est seul à la relater. Toujours est-il que cette décision a des conséquences incalculables sur la flotte, puisqu'elle périra d'abord à Mers-el-Kébir, puis dans le sabordage à Toulon. La nuit du 15 juin 1940, partisans et adversaires de l'armistice vont se livrer bataille. À la demande de Pétain, Paul Baudouin contacte l'ambassadeur d'Espagne pour qu'il cherche à connaître par Franco quelles seraient les conditions de paix qu'imposerait Hitler et savoir si elles ne sont pas trop humiliantes ni excessives. Dans ce cas, le clan des pacifistes pourrait l'emporter. La même nuit, Paul Reynaud s'entretient avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Il lui demande de libérer le gouvernement français des contraintes de l'Alliance qui interdisent toute demande de négociations séparées avec l'ennemi. Reynaud dira plus tard que c'était pour tester les Anglais en souhaitant que ceux-ci répondent par la négative. On dort mal dans la capitale de Guyenne ce 15 juin 1940. Les rues sont encombrées de réfugiés. La République tient encore. Paul Reynaud n'a pas cédé. Son sous-secrétaire d'État à la Défense nationale est à Londres pour négocier un éventuel embarquement des troupes sur les navires anglais pour l'Afrique du Nord. Demain, dimanche 16 juin, est peut-être un nouveau jour.
Le 16 juin à 9 h, Paul Reynaud reçoit les diplomates britanniques qu'il a vus la veille. On reparle du sort de la flotte française et on attend la réponse de Londres sur la proposition de paix que pourrait faire seule la France. À 10h45, les deux présidents des assemblées viennent de nouveau soutenir fortement Paul Reynaud pour transférer le gouvernement en Afrique du Nord. Paul Reynaud leur demande de participer au Conseil des ministres qui va suivre. Pendant ce temps est en train de s'organiser à la mairie un événement que l'on appellera la Commune de Bordeaux. On reçoit les parlementaires par petits groupes et on les prépare à la prise de pouvoir de Pétain. L'organisateur de ces négociations a un nom, Pierre Laval. À la mairie, dans le bureau voisin, Adrien Marquet est un hôte incomparable. Nous sommes ici dans un des salons de la mairie de Bordeaux où de nombreuses réunions se sont tenues en juin 1940. L'armistice, tant réclamé par Adrien Marquet, dont il est une des chevilles ouvrières, est un acte politique, dans le sens où il pose la première pierre du projet que le maréchal Pétain entend mettre en œuvre, à savoir supprimer la République, instaurer un ordre nouveau et régénérer le pays. À l'hôtel de la préfecture, le 16 juin à 11 h, Paul Reynaud réunit le premier conseil des ministres de la journée. Deux personnages entrent, les deux présidents des deux chambres. Édouard Herriot, président du Parlement, et Jules Jeanneney, président du Sénat. Ils viennent apporter leur soutien au gouvernement et dire à Paul Reynaud qu'ils souhaitent que le gouvernement prépare le départ en Afrique du Nord dans les meilleurs délais. À ce moment-là, se produit un événement tout à fait surprenant. Le maréchal Pétain, qui est assis, se lève, sort un papier de sa poche et lit ce qui est en réalité une nouvelle menace de démission. Il dit que si jamais le gouvernement ne signe pas l'armistice et quitte le territoire national, il démissionnera. Et joignant le geste à la parole, il fait mine de quitter le Conseil des ministres. À ce moment, le président de la République lui dit « Ah non, vous n'allez pas nous faire ça dans un moment pareil ». Et Paul Reynaud lui dit « Attendez au moins que je vous réponde avant de partir ». Deux versions de l'événement. Certains disent que Pétain est resté debout, continuant de défier la République. En réalité, nous savons par beaucoup de témoins qu'il s'est rassis. Cédant encore face à la République est encore victorieuse face au vieux maréchal factieux, mais d'ores et déjà, n'est-il pas vainqueur, puisqu'il déplace complètement l'objet du débat. Le Conseil des ministres devrait se préoccuper d'organiser le départ pour mettre le gouvernement à l'abri en Afrique du Nord, et tout le débat ne tourne qu'autour d'une seule chose, le maréchal Pétain va-t-il démissionner ou ne va-t-il pas démissionner ? Paul Reynaud lève le Conseil des ministres et convoque une nouvelle réunion pour l'après-midi à 17 h. Le chef du gouvernement veut également gagner du temps. Les Anglais vont-ils refuser ou accepter que la France prenne directement contact avec l'Allemagne ? Lorsque les ministres sortent, Weygand, qui rentre de l'état-major, fait face à Paul Reynaud et au président Lebrun. Il les défie devant Georges Mandel et Paul Tellier, le ministre de l'Agriculture. Weygand s'écrie. Si les hostilités ne cessent pas, on risque la désagrégation de l'armée. Paul Reynaud lui rétorque. Que l'armée capitule. Non, elle ne capitulera pas. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et de signer l'armistice. Et le président Lebrun lui demande calmement. Si la capitulation figure dans les conditions d'armistice, la repousserez-vous comme contraire à l'honneur de l'armée ? Je vous le dirai à ce moment-là. Et le président Lebrun ? Non. C'est tout de suite qu'il faut le dire. À nouveau est arrivé un rapport qui venait de M. Stoerer, l'ambassadeur allemand à Madrid, qui signalait, ça continue, du côté du gouvernement français, il y a deux positions très différentes et apparemment du côté de Weygand, du côté Pétain, on est très sceptique sur la suite qui va arriver à l'armée et que du côté Renault, on essaye de trouver des renforts, de trouver une possibilité pour pouvoir continuer la guerre. Ça, c'était connu du côté des Allemands. Pour les Anglais déjà, il y avait l'idée qu'avec une défaite britannique,
ils allaient continuer la guerre à partir du Canada. Et ils avaient imaginé que les Français feraient la même chose, de continuer la lutte à partir des colonies françaises. Mais ils n'étaient pas au courant du projet du maréchal Pétain et de Weygand, ce refus absolu de quitter la France, parce que pour des raisons politiques surtout, parce que Weygand, aussi bien le maréchal Pétain, avait une peur obsessive de la révolution communiste si le gouvernement français quitterait le sol français. À 13h30, un télégramme de Londres parvient à Paul Reynaud, accordant l'autorisation à la France de s'enquérir pour elle-même des conditions d'armistice, à la seule condition impérative que la flotte française rejoigne immédiatement les ports britanniques. Jamais la France n'a eu, jamais elle n'aura une flotte de cette ampleur, de cette majesté, de cette importance. Et en particulier celle qui est actuellement mouillée à Mers-el-Kébir, en Afrique du Nord, importe beaucoup à la Grande-Bretagne, ne veut pas qu'elle tombe dans les mains de l'ennemi. Mais ça serait plus facile de défendre les îles britanniques toutes seules, mais il faut empêcher les Allemands de prendre la flotte française. C'est pour cela que du côté allemand, ça c'est un aspect qui, dans la discussion interne à Berlin, joue très, très tôt un rôle important. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la flotte française? Au moment où nous sommes, le 16-17 juin 40, beaucoup de choses se passent ici à l'hôtel Monterey. L'ambassadeur d'Angleterre, Sir Ronald Campbell, pilote un certain nombre de décisions françaises. Est-ce que la France va rester liée à la Grande-Bretagne ou s'en détacher carrément? C'est ici pratiquement que ça se passe pendant les 2 ou 3 jours qui nous intéressent. À 15h30, le téléphone sonne dans le bureau de Paul Reynaud. Le sous-secrétaire d'État Charles de Gaulle appelle de Londres pour demander au président du Conseil de ne pas prendre de décision d'ici la fin de l'après-midi, car une question importante va être soumise au gouvernement. Au téléphone, de Gaulle semble sûr de lui. Reynaud lui répond. Comment voulez-vous que je fasse? Les Anglais eux-mêmes ouvrent la porte à la négociation. Et de Gaulle? Tenez bon. J'espère pouvoir vous adresser avant la fin de l'après-midi une très importante communication de la part du gouvernement anglais. Et Reynaud? Faites vite. Il faut que je l'aie pour le Conseil des ministres qui est à 17h. La proposition va venir de Londres pour soutenir Paul Reynaud. En fin d'après-midi, de Gaulle communique à Reynaud une offre surprenante. Faire l'union franco-britannique pour continuer le combat. Churchill, enthousiaste, entend au téléphone que Reynaud l'est également. Ils se donnent rendez-vous le lendemain à Concarneau pour mettre au point les modalités de cette union. Ça pouvait affirmer aux yeux des Français en pleine débâcle qu'il y avait l'espoir et que l'Angleterre, dans ce Nil, pourrait combattre avec nous. Il faut avoir l'esprit épique, comme Churchill ou comme De Gaulle, pour avoir une idée pareille, bien que si elle vient de Jean Monnet, qui n'était pas un homme d'épopée, n'est-ce pas? Mais enfin, en tout cas, c'était un homme qui était imaginatif, en tout cas. Le deuxième conseil des ministres de la journée commence mal. La proposition, mal plaidée par Reynaud, qui n'y croit guère lui-même, ne rencontre que sarcasme, mépris. Le maréchal Pétain dit que ce serait fusionné avec un cadavre, parce que l'en Angleterre n'en a plus pour très longtemps. Un mariage avec un cadavre. Et je crois que à ce moment-là, c'était vraiment la désintégration du courage de Reynaud. C'est-à-dire qu'il était vraiment au bout de ses nerfs. Il n'y a pratiquement pas de débat. En réalité, cette proposition arrive trop tard. Les nouvelles sont de plus en plus mauvaises. Et puis surtout, les partisans de l'armistice ont déjà marqué des points. Et ils reprochent, depuis plusieurs jours déjà, à l'Angleterre de ménager son appui. C'était évident que ce projet a été complètement rejeté, mais férocement rejeté. C'est Chotan qui attaque. Il faut s'enquérir au plus vite des conditions d'armistice pour voir si elles sont inacceptables. Georges Mandel rétorque. La vérité, c'est qu'il y a ici des gens qui veulent se battre et d'autres pas. Le débat n'aura pas lieu sur l'union franco-britannique. Le président de la République décide alors de lever la séance et de convoquer un nouveau Conseil des ministres pour le soir même. Charles de Gaulle, de retour de Londres, survole maintenant la côte atlantique.
Son avion va commencer l'approche sur Bordeaux vers 21h. À 21h, dans cette salle du Conseil des ministres, il n'y a pas de Conseil des ministres. Il y a un homme seul, le président Lebrun. Il reçoit le seul Paul Reynaud qui vient lui donner sa démission. Un peu plus tard, le président Lebrun, sur les conseils, semble-t-il, de Paul Reynaud, qui s'en défendra d'ailleurs, va recevoir le maréchal Pétain en lui demandant s'il veut bien constituer un gouvernement. Le maréchal Pétain sortira un papier où figure la liste complète de son gouvernement. Le président Lebrun, soulagé, lui donne, et seul, l'investiture, puisque jamais le maréchal Pétain ne sera investi par aucune chambre. Paul Reynaud s'en va avec l'idée que le maréchal donc, va former un gouvernement qui va demander aux Allemands les conditions d'un armistice et que ces conditions seront évidemment inacceptables. Donc le maréchal ne fera qu'un tour de piste, en quelque sorte, qu'il n'aura pas de majorité. Et partant, qu'au bout de quelques jours, avant une petite semaine, eh bien lui, Paul Reynaud, qui aura incarné jusqu'au bout l'esprit de résistance, reviendra à la tête d'une équipe renforcée. C'est ça son calcul. Alors ça paraît totalement... Et c'est non seulement le calcul de Paul Reynaud, mais c'est le calcul aussi de beaucoup d'hommes politiques, y compris ceux qui sont opposés à l'armistice. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on s'étonne qu'un certain nombre de personnages consulaires aient considéré que Pétain pourrait n'être pas inégal à cette tâche, qu'il pourrait après tout jouer un rôle, comme l'a dit Jules Jeannet à son procès, de bouée de sauvetage, on oublie qu'il ne connaissait pas la fin de l'histoire et que ce maréchal Pétain gardait du côté de la gauche une image relativement honorable. On ne savait pas à l'avance qu'il profiterait de sa situation sous la botte de l'ennemi pour installer ce régime raciste et réactionnaire qui était celui de Vichy. On ne le savait pas à l'avance. Attention au finalisme, attention à l'illusion d'imaginer que les acteurs connaissent la suite des choses. À sa descente d'avion, les membres de son cabinet informent de Gaulle de la démission de Paul Reynaud et de la formation du gouvernement Pétain. À l'hôtel du général de Région, de nombreuses personnalités se pressent dans l'antichambre du président du Conseil des missionnaires. L'ambassadeur britannique Ronald Campbell et le général Spears, qui sortent du bureau de Paul Reynaud, croisent de Gaulle. Celui-ci leur dit qu'il doit leur parler. Un rendez-vous est pris plus tard, dans la soirée. À l'hôtel de Montré, de Gaulle leur dit son intention de gagner Londres. Le général Spears se propose de l'accompagner dès le lendemain. De Gaulle se rend vers minuit à son bureau qui a été installé à la faculté de droit. Il rencontre les membres de son cabinet. Il leur dit « Voilà, je pars pour Londres ». De Gaulle ne recrute personne. Au matin du 17 juin, le lieutenant Geoffroy de Courcelles se rend à l'hôtel de Normandie à 7h30, à la demande de Gaulle. De Gaulle lui demande « Et maintenant, que comptez-vous faire, Courcelles ?» L'officier d'ordonnance répond « M'embarquer à Marseille pour rejoindre mon poste en Syrie, mon général. » De Gaulle dit « Je pars tout à l'heure pour l'Angleterre avec l'avion qui nous a amenés hier. Est-ce que cela vous intéresserait de m'accompagner ?» Oui, si vous avez une place pour moi. Le général de Gaulle n'était pas l'homme que les Anglais attendaient, pour la simple raison qu'il n'était pas très connu. Et il y avait seulement de Gaulle qui était prêt à partir. Et donc, ça c'est pourquoi Spears est parti avec de Gaulle le lendemain matin, le matin du 17. Spears a expliqué que ça avait été assez compliqué, que même certains qui n'aimaient pas de Gaulle après coup ont dit qu'il avait un peu hésité, etc. D'une certaine façon, ce n'est pas très important. En histoire, ce qui compte, c'est ce qu'on a fait. Et je suis assez disposé à croire ce qu'a dit de Gaulle, c'est-à-dire que son départ s'est fait sans romantisme et assez simplement. L'essentiel, c'est qu'il est parti. Il est parti au moment essentiel, et c'est là qu'il n'a pas raté le rendez-vous de l'histoire. La matinée du 17 juin est occupée par Pétain et son gouvernement à demander les conditions de l'armistice à l'Allemagne. Sans attendre la réponse, le maréchal prend la parole à la radio à 12h30, sur le poste émetteur du ministère des Affaires étrangères, installé au lycée Montesquieu. À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui
la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Voulant corriger les faits désastreux d'une capitulation sans condition, Paul Baudouin fait écrire dans la presse que le maréchal aurait dit qu'il fallait tenter de cesser le combat. J'ai trouvé l'appel de Pétain, j'ai jeune dégoûtant. Je suis sûr que je ne serais pas avec ça. Ça, c'est évidemment pas ça. Il y a eu, jusqu'à l'annonce de la signature de l'armistice, une volonté de partir d'un certain nombre d'hommes politiques qui étaient présents à Bordeaux, qui se sont agités et qui ont décidé de le faire. Donc Mandel pensait qu'il fallait partir, et il disait d'ailleurs, il l'a dit très clairement, il faut que j'aille là-bas, il faut partir, il ne faut pas rester ici. Mais les hommes du maréchal Pétain ne veulent à aucun prix qu'une représentation nationale, hostile à l'armistice, prenne l'initiative d'un départ vers l'étranger et gêne le nouveau gouvernement dans la signature d'un accord avec l'Allemagne. Aussi décide-t-il de passer à l'action. C'était le 17 juin, il était 14h, Georges Mandel prenait son repas. Il était dans cette partie du restaurant avec Béatrice Bréty, sa compagne et sa fille Claude, lorsque est apparu un officier de gendarmerie en uniforme noir, chamarré d'argent, qui s'est approché de lui, a demandé à avoir une conversation personnelle, ce que Mandel a refusé, l'invitant à s'expliquer immédiatement, et il lui a révélé qu'il avait un ordre d'arrêt envers lui. C'est là que Georges Mandel a répondu « Mais vous me laisserez finir mes cerises ». Il est allé plus loin, il a bu jusqu'à son cognac avant de se lever, de faire le baise-main à Béatrice Bréty et de suivre l'officier de gendarmerie. Alors, le restaurant était plein. Il y avait là, évidemment, Sir Ronald Campbell, l'ambassadeur d'Angleterre. Il y avait Louise Weiss, écrivain, militante féministe, journaliste. Ce n'est pas tellement le juif qu'on arrête, c'est aussi... Mais c'est surtout l'homme de la poursuite de la guerre, l'homme qui ne veut pas s'avouer vaincu, qui résiste, qui est l'homme qui symbolise la résistance avec d'autres, mais il la symbolise. Cette arrestation est effectivement le témoin de la légalité nouvelle. C'est ici, au Château-Fin, que commence le régime de Vichy. On peut dire que le premier geste politique du maréchal Pétain, chef du gouvernement, c'est l'humiliation Mandel qu'il fait arrêter au Château-Fin et qui exige de Pétain une lettre d'excuse. Et non seulement il obtient la lettre d'excuse, mais il exige de Pétain qu'il la réécrive une seconde fois en insistant que les excuses soient plus plates, n'est-ce pas ? C'est vraiment étonnant de la victoire du vaincu sur le vainqueur. Là, c'est un épisode qui montre la force de caractère étonnante de Georges Mandel. Si on l'a arrêté, c'était parce que on le redoutait. La preuve, c'est qu'on va le réarrêter quelques jours plus tard, à Casablanca. Pendant quelques jours, dans l'attente des conditions d'armistice demandées à l'Allemagne, le gouvernement laisse supposer qu'il pourrait lui-même quitter la métropole. Un avis, publié par l'amiral Darlan, invite tous les parlementaires présents à Bordeaux à embarquer sur le paquebot Massilia, en partance pour le Maroc. Cette offre de départ est un piège pour les députés hostiles à l'armistice, comme Pierre Mendès France, Jean Zay ou Georges Mandel. Après le départ du bateau, les passagers du Massilia apprennent la signature des accords d'armistice. La République n'existe plus. Parlementaires et anciens ministres sont arrêtés à leur arrivée au Maroc. Accusés d'avoir été des traîtres et des fuyards par la presse vichiste, ils connaîtront pour certains une fin tragique. Georges Mandel et Jean Zay, tour à tour jugés et emprisonnés, seront exécutés par la milice en 1944. 70 ans après, on vient sur les traces de Jean Zay, notre père. Parce que c'est d'ici même que le bateau le Massilia a embarqué le 21 juin après ce qu'il nomme lui-même l'étrange affaire du Massilia, et c'est ce qui a ensuite entraîné le procès et de là son assassinat. Ce bateau est là et il y a ces restes-là qui sont émouvants, comme le sont souvent les vieilles pierres qui disent des choses pendant 6 jours, puisque le bateau démarre le 21 et ils seront arrêtés en pleine mer à l'arrivée du Maroc. Donc nous restons 6 jours dans ce bateau enfermés comme des bêtes fauves. Ces jours-là disent le résistant qui part comme De Gaulle est parti en Angleterre, avec le sentiment d'un devoir à accomplir, non pas une désertion comme on l'a accusé d'être, mais avec un devoir impérieux à accomplir, et il le fait. Mais il ne peut pas empêcher cette espèce de machine infernale qui se met en marche, là, ici.
Il a fallu vraiment du temps pour qu'une reconnaissance officielle du rôle exact du Massilia, c'est-à-dire des gens qui ont refusé l'armistice, donc sans doute les premiers résistants, enfin je mets à part l'appel du 18 juin évidemment, mais c'est sans doute le premier acte de résistance très, très tôt d'un certain nombre de parlementaires qui d'ailleurs ensuite n'étaient pas là le 10 juillet quand le Parlement a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Si Bordeaux est au cœur d'une tragédie avec la défaite et la mort de la République, la ville va compter parmi ses habitants l'un des premiers grands justes de l'humanité. C'est le consul Aristide de Sousa Mendes, consul du Portugal, qui, malgré les interdictions des autorités de son pays, va prendre la décision de signer, de manière massive, des visas pour les réfugiés, dont beaucoup de réfugiés juifs, qui veulent fuir le pays devant l'avancée allemande et la fermeture des frontières. Par son geste, par son acte, eh bien, Aristide de Sousa Mendes est certainement un des premiers à ne pas avoir été aveuglé par la situation. Sousa Mendes est considéré par Yad Vashem comme un des premiers grands justes parmi les nations. Aristide de Sousa Mendes, par sa clairvoyance, par sa lucidité, va agir par anticipation. 30 000 visas sont estimés avoir été délivrés par Aristide de Sousa Mendes pendant cette deuxième quinzaine du mois de juin 1940. 30 000 personnes, personne n'a fait autant dans le moment où effectivement, au Vichy apparaît. Aristide de Sousa Mendes va mourir en 1954 dans le dénuement le plus total, oublié de tous, parce que le choix de Salazar, c'était de condamner Aristide de Sousa Mendes au silence, à la misère et en même temps au mépris. Cette plaque qui est apposée sur l'hôtel de préfecture contient toutefois un certain nombre d'inexactitudes, parce que ce n'est pas ici que le général de Gaulle a appris que le nouveau gouvernement allait demander l'armistice ce 16 juin, mais il l'avait déjà appris à l'aéroport de Mérignac en arrivant de Londres pour la première fois. Et puis, ce n'est pas là qu'il décide de repartir à Londres, il avait déjà pris sa décision depuis plusieurs jours. Enfin, continuer la lutte aux côtés des Alliés. Qui étaient les Alliés à l'époque? Il n'y avait pas l'URSS qui était allié avec l'Allemagne nazie. Il n'y avait pas non plus, hélas pour Paul Reynaud, les États-Unis. Il n'y avait que l'Angleterre. Donc tout ceci a été fait pour, je crois, favoriser l'unité nationale dans les années 50-60.